Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors, minutes actives et minutes de repos, nombre de pas et calories, fréquence cardiaque, niveau d'effort et body batterie. Aucune idée de ce que c'est cette affaire-là. Ma montre ne fait pas que me donner l'heure, loin de là, elle me donne aussi tout un tas d'informations d'ordre quasiment médical. Et pour être honnête, moi je l'utilise surtout quand je cours ou je fais du vélo, pour garder une trace de ma vitesse moyenne, du chemin que j'ai fait et à quel point j'ai été active ce mois-ci. Ce mois-ci, pour l'instant, c'est pas terrible, confinement oblige. Mais là, en dessous, il y a une donnée qui sort un peu de nulle part, qui est un peu magique, c'est la calorie. Et elle est censée représenter à quel point je me suis dépensée. Alors, je l'ai jamais considérée, non pas que ça m'intéresse pas, mais plutôt que je lui fais absolument pas confiance. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un capteur de calories dans ma montre. Il y a un cardio-fréquence-mètre, c'est le machin vert que vous voyez pour la fréquence cardiaque. Il y a des accéléromètres et des gyroscopes pour évaluer les mouvements, et une puce GPS pour savoir où je suis. Et la montre a des infos sur moi comme mon sexe, mon âge, ma taille, mon poids et mon niveau d'activité, mais il y a rien qui mesure directement les calories là-dedans. Donc mon niveau de scepticisme sur cette donnée est assez élevé si vous me permettez l'euphémisme. Pourtant, il y aurait une vraie utilité à avoir cette information pour celles et ceux qui veulent contrôler leur poids ou alors pour justifier la fameuse excuse de oh, j'ai fait un bon entraînement, j'ai dû dépenser 200 calories, j'ai bien mérité 2 princes. Des princes, une bière, ce que vous voulez, c'est juste que moi je suis plus chocolat. Bon, mais c'est pas parce que moi je ne crois pas vraiment à cette mesure que j'ai forcément raison. Alors on va le tester. Et je veux savoir. En fait, on va même aller beaucoup plus loin que ça, parce que d'ici la fin de la vidéo, vous connaîtrez la fiabilité de près de 40 montres de sport. Ça va être fun! The watch provides a comprehensive picture of your daily activity. If weight loss is one of your goals, VivoFit can help by showing how many calories you burn throughout the day. Then set a goal based on how long you want to work out, the number of calories you want to burn. Nous voilà à l'Institut national du sport du Québec qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour que l'on compare le résultat de nos montres avec des mesures de laboratoire. On a rendez-vous avec Myriam Paquette. Oui, votre nom c'est? Ces mesures sont obtenues grâce à cette machine qu'ils appellent le chariot métabolique. On appelle ça aussi un appareil de calorimétrie indirecte si vous voulez tout savoir. Franck et moi allons courir sur leur tapis roulant avec plusieurs montres sur le poignet et on regardera ensuite combien de calories elles pensent qu'on a dépensé. Ok, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin tant qu'on ne répond pas à cette question. Comment les montres peuvent nous sortir un nombre puisqu'elles n'ont pas de capteur dédié? Je pense que c'est la TomTom qui prend pas la fréquence cardiaque en compte. Dès qu'on dit c'est quoi l'activité, fait que si on dit c'est de la course à pied, de la natation, du vélo, ils utilisent les tables, donc le compendium d'activité physique, ce qui nous dit, en moyenne, si on fait du vélo à 20 km/h, on brûle X calories par heure. Alors, utiliser des abacs d'activité comme ça, c'est très performant quand on ressemble à la moyenne des personnes qui ont été utilisées pour créer ces fameuses abacs. Donc c'est pas du tout personnalisé à nous en fait. Et puis il y a un autre problème, des abacs, il y en a pour des activités faciles comme la course ou le vélo, mais pour le parcours, la gymnastique, le tai chi, la samba, les claquettes, l'escalade, un peu plus compliqué d'en trouver. Non seulement c'est pas du tout personnalisé, mais ça reste limité. Heureusement, toutes les montres ne fonctionnent pas comme ça. Tu vois, la Garmin utilise la fréquence cardiaque, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils prédisent la consommation d'oxygène à partir de la fréquence cardiaque. Donc avec les données que vous avez rentrées, ils estiment votre VO2 max. Ok, pause. Le VO2 max, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? On faisait ça à l'école, du moins pour ceux qui sont de ma génération. C'est le test des navettes où il fallait courir d'un côté puis de l'autre de plus en plus vite. Je pense qu'on était nombreux à haïr cet exercice. Et il servait surtout à estimer, du moins du mieux qu'on peut, une donnée qui est hyper importante en sport, qui est le VO2 max. C'est pas parce que c'était une donnée importante que ça rendait l'exercice agréable. Et donc le VO2 max, ça représente grosso modo la quantité d'oxygène que notre corps est capable de livrer à nos muscles dans un certain laps de temps. Plus on arrive à en livrer, plus on est capable de produire de l'énergie. Voyez ça un peu comme le pistolet d'une station à essence. Il y a des stations où on va mettre 3 minutes pour mettre 20 litres, alors que d'autres, ça va se faire en 30 secondes. Et notre VO2 max, ça représente ça, c'est un débit, mais pour de l'oxygène. Et plus on est entraîné en endurance, plus on a un VO2 max élevé. Fait que je dis, Viviane, tu as un VO2 max de 40. Et donc, tu as une fréquence cardiaque maximale de 180, un VO2 max de 40. Donc, quand tu es à 140 de fréquence cardiaque, on estime que c'est linéaire, la relation entre fréquence cardiaque puis VO2. Donc, on estime que tu es à 60% de ton VO2, ce qui nous donne
Puis là, on a le chiffre et de là, on estime la dépense énergétique. Est-ce que tu le rentres, la VO2 Non, mais j'ai vu dans l'application qu'ils la déduisent. Ils la déduisent en fonction de ton genre, de ta taille et de ton... Puis, justement, dans les études, ce qu'ils disaient, c'est quand on compare différentes montres, ceux où on peut rentrer notre VO2 max, puis on peut avoir un vrai test laboratoire, puis rentrer le vrai VO2 max, la vraie fréquence cardiaque maximale, ça augmente de beaucoup la précision des montres. Donc si votre montre vous permet de spécifier le VO2 max, il y a de bonnes chances qu'elle vous donne des données plus adaptées à vous que si elle devait le deviner. Donc tous les résultats que l'on va avoir pour les montres, ça vient soit d'ABAC préétabli, soit du rythme cardiaque qui permet d'évaluer le débit d'oxygène utilisé dans l'effort, qui permet d'arrivouiller à une valeur approximative, parce qu'il manque encore des infos, de la dépense calorique, soit possiblement une combinaison des deux autres techniques, soit encore possiblement un autre modèle mathématique développé par la compagnie. Tout ça, c'est la propriété intellectuelle. Donc on a accès à très peu de détails. Mais a priori, pour le modèle le plus courant, donc qui utilise la fréquence cardiaque, il y a au moins 2 déductions pour arriver aux calories, donc de la fréquence cardiaque à la VO2 et de la VO2 au nombre de calories. Mais donc le lien entre ce que la montre mesure vraiment, donc la fréquence cardiaque et les calories, c'est une mesure qu'elle a déduite et qui est liée à la respiration. En parlant de respiration, regardez ce qu'on nous a collé sur la face. C'est un masque qui mesure justement ce que l'on inspire et expire. Alors ça ne gêne pas du tout à la respiration, évidemment, sinon ce serait un peu contre-productif, mais moi ça m'a un peu gêné parce que ça limitait ma vision. Et ça m'a pris un petit temps d'adaptation, juste parce que je voyais pas mes pieds, ça me perturbait. La preuve que je suis pas une grande coureuse, si jamais vous aviez encore des doutes. Mais bref, si on porte un masque, c'est pas pour rien. On a utilisé le chariot métabolique qui mesure les échanges gazeux. Fait qu'en fait, ce qu'on fait avec cet appareil-là, c'est mesurer 2 choses, le volume de gaz qui entre et qui sort quand la personne respire, et la composition du gaz, donc combien il y avait d'oxygène, combien il y avait de CO2 dans le gaz expiré. On connaît ce qui est rentré, fait qu'on peut savoir qu'est-ce qui a été consommé. Mettons que je contracte mon muscle. Pour le contracter, j'ai besoin d'énergie. Pas beaucoup dans cette situation-là, certes, mais j'ai quand même besoin d'énergie. Et pour ça, je vais venir chercher dans mes réserves d'énergie que j'ai déjà stockées dans mon corps sous forme de lipides et de glucides. Mais pour faire passer l'énergie stockée dans mon corps en énergie utilisable par mes muscles, il y a une transformation chimique qui doit se faire et qui passe par l'utilisation de l'oxygène que l'on inspire. Et cette transformation crée aussi des déchets, notamment du CO2. D'où le fait que l'on peut déduire la dépense calorique à partir des gaz inspirés et expirés. C'est parce qu'ils sont tous les deux des produits des réactions chimiques qui libèrent l'énergie dont on se sert pour contracter nos muscles. Alors je rentre pas plus dans le détail parce que je veux qu'on revienne sur les montres, mais si vous voulez du détail particulièrement sur la chimie de la chose, il y en a beaucoup chez Blablaro au labo. Sur sa chaîne, la vidéo qui sort exactement en même temps que celle-ci va vraiment compléter celle-ci. C'est une chaîne spécialisée en chimie et aussi avec un petit penchant pour le sport parce que c'est un passionné. Donc allez voir ça et puis donnez-lui un petit coup de pouce. Alors il y a des techniques encore plus directes de mesure des calories, mais aussi plus chères et plus complexes, mais celle-là, celle qu'on utilise, le chariot, c'est le standard reconnu dans le monde du sport et dans le monde médical. Alors pour les bienfaits de l'histoire, j'aimerais vous dire qu'après une séance intensive de sport extrêmement difficile, on a enfin obtenu des résultats incroyables. Je pense qu'on dupe personne. Un petit peu rouge et t'as la peau luisante. 20 minutes à cette vitesse, c'était pas la performance du siècle. Surtout pour Myriam qui travaille avec des athlètes olympiques. Mais il y a une raison à cette vitesse oscillante, on va y revenir juste après. Avant ça, je pense qu'il est temps de vous donner les résultats. On commence par Franck. La montre Garmin lui donnait la plus faible dépense énergétique, 180 calories dépensées. Tandis que la TomTom lui donnait la plus élevée, 262 calories. Soit 45% supplémentaires. 45%, c'est énorme. Avec la Garmin, c'est l'équivalent de manger 2 princes. Et la TomTom, c'est l'équivalent de manger 3 princes. 1 prince d'écart, c'est quand même fou. Bon, mais ça, c'est pour les deux extrêmes. La Polar, lui donnait 228 calories et Apple, 221 calories. Et le chariot métabolique a lui mesuré 257 calories, donc 2,7 princes pour être exact. Et dans cette configuration, ce serait donc la TomTom qui serait la plus fiable. Jusqu'au moment où on regarde mes résultats à moi. De mon côté, pour le même exercice, la montre qui évaluait la plus faible dépense énergétique était Apple, avec 182 calories, et celle qui évaluait le plus était la TomTom avec 248 calories.
soit 36% supplémentaires. Donc on passe de 2 princes à un peu plus de 2,5 princes. Après tout ça, ça suppose que ce soit possible de manger la moitié d'un prince. Un prince, c'est un entier. Dans mon cas, les autres montres évaluaient 204 et 206 calories. Et le chariot métabolique a mesuré En total, 197 calories. soit un tout petit peu plus que 2 princes. Ce serait donc la Polar la plus fiable dans mon cas, suivie de près par la Garmin. Est-ce que la pire, c'est les Non. mêmes Non, modèles? c'est pas les mêmes. C'est ça qui est bizarre. Je me serais attendu au moins que ce soit les Ouais. sous-estimés dans le... On va pas pouvoir dire cette montre elle surestime et cette montre elle sous-estime. Ça aurait été bien, mais... Intéressant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces résultats? Avec nos 8 tests à juste 2 personnes, on peut pas en retirer grand-chose. Ça tombe bien, parce que c'était à aucun moment notre intention. On savait qu'on n'arriverait pas à une conclusion probante, mais on est des passionnés de ce genre d'expérience, on n'a pas résisté à le faire nous-mêmes. Par contre, si nos expériences ne sont pas concluantes, la méthode que les papiers de recherche utilisent dans leurs publications pour connaître la fiabilité de montres est tout à fait similaire à celle qu'on vous a présentée. D'ailleurs, voici donc le résultat de la fiabilité de près de 40 montres, comme je vous l'avais promis en début de vidéo. Tout vient de cette méta-analyse de 2018, qui rassemble les résultats de 60 études sur des montres de sport. Voici comment vous pouvez le lire. Si le point que vous voyez est sur la droite de la ligne principale, c'est que la montre a tendance à surestimer la dépense énergétique. C'est-à-dire qu'elle vous dira que vous avez dépensé plus de calories que vous n'en avez réellement dépensé. S'il est à gauche, c'est l'inverse, c'est qu'elle sous-estime, elle vous donnera un chiffre moins élevé que votre dépense réelle. Cela dit, si le point est dans la zone verte, la différence entre ce que la montre donne et la réalité est considérée comme négligeable. Dans la zone jaune, c'est considéré comme une différence qui est certes là, mais faible. Dans la zone orange, là c'est une différence modérée, et dans le rouge, c'est considéré comme étant une différence importante. Grosso modo, les montres les plus fiables sont celles qui ont les points les plus proches de la barre centrale. Et la barre horizontale, disons que pour faire simple, plus elle est courte, mieux c'est. Parce que plus la barre est grande, moins on est sûr de ce que la montre mesure vraiment. Et si on essaye de résumer leur papier, en moyenne, ils disent que les montres sous-estiment un peu la dépense calorique. Et ça, c'est la moyenne générale. Si on regarde le détail de chaque montre, il y a une disparité énorme. Ce graphe que je vous montre, il faudra que vous fassiez pause pour regarder le détail, je l'ai juste refait en plus joli, mais vous le retrouverez dans l'article en question. Mais, et c'est là que ça devient l'enfer d'utiliser les calories de sa montre, c'est que le graphe que vous voyez là, c'est une analyse globale. Si on se met encore à regarder la performance d'une montre pour des activités différentes, c'est là des bandades. Par exemple, l'Apple Watch sous-estime la dépense énergétique de manière générale. Mais si on regarde quand elle enregistre les données de déplacement, là elle est assez proche de la réalité. Mais pour des activités sédentaires, donc faire la cuisine, être à la maison, tout ça, elle a tendance à surestimer. Si vous voulez aller voir le détail pour chaque montre, le papier en question est en accès libre et le lien est dans la description. Tout ça nous amène finalement à la raison pour laquelle on ne courait pas très vite sur le tapis avec Franck. En fait, pour produire de l'énergie, je vous ai parlé du fait qu'on utilisait notre oxygène, ce qui est vrai, mais il y a d'autres chemins de production de l'énergie dans le corps qui, eux, n'utilisent pas l'oxygène de la respiration. Ces autres chemins-là sont surtout utilisés quand on fait des efforts intenses et pour lesquels on a besoin d'avoir plus d'énergie plus vite. Donc des entraînements par intervalle, typiquement. Donc ça veut dire que dans ces conditions d'entraînement intense, ni les montres, ni notre super chariot métabolique ne peuvent évaluer combien de calories on a dépensé. C'est pour ça qu'on courait lentement. C'est en fait pour que les calories que l'on dépense viennent en majorité, de façon prépondérante, de l'utilisation de notre dioxygène pour que nos deux méthodes de mesure, donc la montre et le chariot, soient capables de l'évaluer. Confiante de faire un bon score calorique. Sur 15 minutes, faire 8 km/h, je pense que je suis capable. Pour les connaisseurs, oui, je parle de l'aérobie et de l'anaérobie, et c'est donc la dépense énergétique liée au processus anaérobie qu'on ne peut pas mesurer dans ces conditions. Conclusion, toutes les montres ne se valent pas. Celles qui sont dans la zone verte sont acceptables, mais on ne peut pas avoir la garantie que la montre est fiable dans toutes les situations qui vous intéressent. Et une montre qui est fiable des fois, moi je trouve ça problématique. Après, j'adore ma montre. J'adore avoir des données, mais quand elle me donne des calories ou ma body battery, je considère ça comme des données marketing en fait, pas comme des véritables données. C'est mignon, c'est rigolo à regarder, mais il serait complètement inapproprié de prendre une décision sur notre vie ou sur notre santé en fonction des calories de la montre. Donc si vous êtes dans un processus de régime,
n'utilisez pas votre montre pour déterminer quelle quantité vous pouvez manger. Si vous êtes conscient des limites et que vous souhaitez tout de même mesurer vos calories, pour avoir des données plus fiables, l'article recommande des montres avec un cardio-fréquence-mètre, et aussi si vous pouvez modifier votre VO2 max dans les propriétés de la montre, c'est encore mieux. Mais vous allez devoir faire le test des navettes. Désolé, il va falloir y passer. Tout ça, ça vous donnera pas une montre fiable, mais ce sera mieux que moins bien. Si jamais vous faites des entraînements à haute intensité ou de la musculation, à moins que je sois passé à côté de quelque chose sur le fonctionnement de ces montres, je pense qu'il ne faut juste pas considérer les calories des montres. Et si vous êtes un fabricant de montres de sport et que vous trouvez que je vous ai fait un faux procès dans cette vidéo, contactez-moi et expliquez-nous. Selon moi, le seul compromis que l'on peut faire, c'est d'utiliser les montres de façon relative. Si vous faites tout le temps le même entraînement, vous pouvez comparer d'une fois à l'autre si vous avez dépensé plus de calories ou moins. Je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo sur les balances qui mesure soi-disant le taux de masse grasse. Si cette vidéo vous a plu, celle-là devrait vous plaire aussi. Et j'aimerais savoir, est-ce que jusqu'à cette vidéo, vous utilisiez cette valeur et est-ce que cette vidéo vous a fait changer d'avis? Bon, avec tout ça, toutes ces informations, cette chaîne n'aurait-elle pas mérité que vous vous abonniez? Ça fait un moment, je le sais, je vous vois, ça fait un moment que vous venez ici et vous vous abonnez pas. Alors ça suffit, allez, on s'abonne. Vous avez vu le type de vidéo que je produis, je me fous pas de vous, alors allez, on clique dessus et on s'abonne. Allez, on n'en parle plus. Je voudrais remercier grandement l'Institut national du sport du Québec de nous avoir ouvert les portes et d'avoir été aussi accueillants avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner encore. Merci aussi à Franck, évidemment, cobaye officiel de Syllabus, et merci à vous d'avoir regardé. Allez, ça faisait un moment que c'était pas arrivé sur la chaîne, voici une petite pause publicitaire. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je pense que vous savez ce que c'est un VPN à présent, on l'utilise essentiellement pour avoir des accès à des services en ligne qui sont géolocalisés. Et j'en ai eu besoin en plein milieu de l'écriture de ce script. Je voulais m'acheter un e-book qui était en promo, mais il était en promo qu'aux États-Unis. J'ai donc branché le VPN sur les États-Unis et j'ai pu acheter mon e-book à tarif réduit. Et puis là, je sais que vous allez vouloir le savoir, c'est un livre sur la prise de parole en public, et de toute évidence, ça m'intéresse. Bref, moi là c'était une promo, mais ça peut être pour accéder à un film ou à n'importe quoi qui soit géolocalisé. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ce service de VPN en allant sur nordvpn.com/syllabus, et j'ai pas de commission sur les ventes, ça leur dit juste d'où viennent les gens en fait. Et vous aurez accès à 70% de réduction si vous prenez un abonnement de 3 ans, ce qui revient à un peu plus de 3 € par mois. Et si vous entrez le code syllabus, vous aurez un mois gratuit en plus. Bref, nordvpn.com/syllabus avec le code Syllabus. Vous êtes encore là? C'est bien, vous n'avez pas été découragé par la pub. Bon, puisqu'on est entre nous maintenant, parce que je sais que quasiment tout le monde est parti, je rajoute une petite anecdote. J'ai utilisé le terme calorie partout, et je l'ai même pas défini. En fait, on peut désigner soit la petite calorie, que l'on appelle calorie, avec un C minuscule, soit la grande calorie, que l'on appelle calorie, mais avec un C majuscule. Et la grande calorie est aussi égale à 1000 fois la petite calorie, ce sont des kilocalories. Bref, c'est le bordel. Moi, dans cette vidéo, je vous ai parlé de la grande calorie ou encore des kilocalories, et c'est celle que vous retrouvez dans les informations nutritionnelles des aliments. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. À la semaine prochaine. Non, pas du tout à la semaine prochaine. À la prochaine. Bye.